Donc aujourd'hui, on continue la suite du karma, changement d'ambiance parce que le temps a changé et surtout, là, j'avais eu un problème internet. En fait, la partie suivante que j'avais enregistrée a été, en fait, elle était trop instable, le son était trop instable, il y avait une bizarrerie. Donc voilà, il me faut la retourner. Donc je la tourne nettement après la première partie, ce qui est beaucoup moins drôle parce que du coup, est-ce que je serai encore dans la dynamique cinétique, dans le moment de l'action, le moment du propos? Donc, souvenez-vous, on était arrivé, on parlait de la psychologie, du caractère beaucoup plus profond que ce que l'on croit de l'inconscient et de l'idée que la psychologie dite réincarnationniste doivent prendre en compte bien plus que ce que ne prend en compte aujourd'hui la psychologie. Et alors, rappelez-vous que le livre dont je vous fais une actualisation date des années 60 à partir des enseignements d'Edgar Cayce, qui est mort en 1943. Et qu'entre-temps, ces pistes-là ont été un peu plus explorées, mais en fait, pas tant que cela. Ce sont plutôt des personnes en dehors, encore aujourd'hui, en dehors des vrais milieux académiques, de la psychologie, fac de psycho, tout ce que vous voulez. La, ces idées-là sont encore à l'extérieur de la psychologie dite, on va dire, conventionnelle actuelle. N'empêche que le nombre de productions, notamment dans tout ce qui est entre les expériences de mort imminente, les expériences personnelles en lien avec des bizarreries karmiques, sont quelque part de plus en plus nombreuses. Souvenez-vous, j'avais notamment parlé de Stéphane Alix, lorsque j'étais quelqu'un d'autre, qui était vraiment, là pour le coup, qui est vraiment c'est un propos extraordinaire. Nous avons donc de plus en plus, quelque part, de personnes qui retrouvent de façon empirique la voie de ces anciennes connaissances païennes, en fait, ou plutôt on pourrait dire trans-religieuse, qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de religions du monde entier. Donc, parlant justement de ces idées de réincarnation. Et on avait vu, je reviens pas rapidement là-dessus, vous êtes réputé avoir vu la première partie, nous étions donc arrivés aux phobies. Et le lien karmique avec certaines phobies, lorsqu'elles dépassent un certain stade de normalité, ou plutôt d'anormalité, d'un point de vue, on va dire, rationnel, et passer un certain stade d'irrationnel, la question est de savoir si on ne pourrait pas justement si on ne remarque pas s'il ne pourrait pas y avoir comme explication justement des réminiscences de vie antérieure. Et en tout cas, c'est très net quand on étudie vraiment le sujet, encore une fois, de façon croisée. Donc, nous avions parlé là juste avant de cas, notamment de personnes qui avaient peur des lieux clos, et que ces personnes, notamment la claustrophobie, voilà, ça provenait, en tout cas, passé un certain stade d'irrationnel. En l'occurrence, il y avait des cas qui provenaient d'une vie précédente dans laquelle, par exemple, on avait une personne qui avait péri dans une grotte qui s'était effondrée sur elle, et quelque part, le souvenir de cette horrible mort avait impressionné, comme un négatif photo, avait fait impression sur l'âme qui, quelque part, se souvenait d'une association entre une idée et un danger, par exemple. La caverne égale la caverne peut s'effondrer. On va avoir plein d'exemples de cette nature-là. Enfin, on va avoir plusieurs autres exemples de cette nature-là. Et encore une fois, il ne faut vraiment pas se moquer des phobies parce qu'elles peuvent en réalité avoir des origines bien plus anciennes que ce que l'on ne pourrait suspecter. Et c'est là tout l'aspect vraiment intéressant, quelque part bien plus passionnant que ce que l'on pourrait croire de l'humain dans tout ce qu'il peut avoir d'irrationnel. Et au final, souvenez-vous bien sûr du sens de la vie. Au-delà de ces bizarreries, nous comprenons qu'il y a comme une évolution qui continue de vie en vie et qui aboutit à ce que, en s'explorant soi-même, on se connaît davantage, on apprend également davantage de, quelque part, ce vers quoi nous devons aller. Par exemple, si nous n'avons pas pu terminer une tâche dans une vie antérieure, quelque part, nous revenons avec certains tropismes associés à, par exemple, ce que nous choisissons de faire aujourd'hui. Ça, c'est une idée assez fascinante. Et c'est vrai que quand on voit les tropismes des personnes, de certains, les personnes qui sont portées spécifiquement sur un sujet, pas sur un autre, etc., eh bien, parmi les explications, justement, des possibilités de vies antérieures et également de choses qui n'ont pas été réussies ou terminées dans une vie antérieure, par exemple, et auxquelles on se retrouve de nouveau, ou résolues, auxquelles on se retrouve de nouveau confronté dans cette vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent et qui est fascinant quand on étudie en fait toutes ces histoires-là. Donc, nous avons continuons donc avec les phobies. Il y avait le cas d'une femme qui avait deux phobies, une phobie des instruments tranchants. Une phobie des instruments tranchants.
Et aussi une phobie des animaux à fourrure, hein, curieusement, notamment des petits animaux domestiques, genre un petit chien ou quoi. Et la femme était saisie d'une terreur nerveuse lorsqu'il y avait ou bien l'un ou bien l'autre. Et alors là, pour le coup, il faut aller chercher la connexion. C'est pas forcément évident, on va dire, du point de vue de la vie rationnelle. Mais la femme vivait une sorte de terreur nerveuse lorsqu'elle voyait donc des couteaux, des instruments tranchants près d'elle, ou qu'elle voyait quelqu'un s'en servir. Et c'est là qu'on avait trouvé une lecture de vie d'Edgar Cayce qui parlait de l'origine de cette phobie, comme étant associée à une précédente incarnation où elle avait été tuée, où cette femme avait été tuée d'un coup de sabre. Il n'y a pas plus d'informations, mais rien que cette idée-là, ça suffisait. J'ai moi vécu un exemple comme ça. J'avais une voisine en fac, lors d'une de mes années de fac, qui avait vraiment ce genre de phobie. Bon, pas jusqu'à la terreur nerveuse, mais c'était quand même quelque chose d'assez anormal, où vraiment elle était très nerveuse en présence d'un couteau ou de quelqu'un qui avait un couteau, ce genre de choses. Et en fait, elle m'avait dit qu'une médium lui avait dit un jour que c'est parce qu'elle avait été tuée dans un certain contexte dans l'Égypte ancienne. Elle était l'esclave d'une sorte de dignitaire égyptienne qui qu'elle n'avait pas voulu trahir. Et on comprend une sorte de conspiration politique ou je ne sais quoi pour faire tuer cette personne-là. Et elle voulait, en fait, les conspirateurs, disons, voulaient la mettre dans la confidence ou même l'utiliser pour tuer sa maîtresse, ce qu'elle avait refusé. Et ayant évidemment cette information-là, en fait, elle s'est faite elle-même tuer par les conspirateurs qui, bien sûr, n'allaient pas pouvoir permettre, ça c'est ce que j'en déduis, hein, n'allaient pas pouvoir permettre qu'elle risque d'éventer le complot en fait de cette nature. Donc, ou bien tu participes, ou bien tu es tué, ou bien tu participes à tuer, ou bien tu es tué. C'est souvent le difficile arbitrage dans les complots politiques où parfois on peut ne pas forcément avoir le choix, parce que ou bien entre mourir tout de suite, ou bien faire partie du complot malgré soi, dans l'idée que peut-être on pourrait le révéler d'une façon ou d'une autre, mais ne pas forcément en avoir le temps, parce qu'on est pris de vitesse par le complot. C'est là qu'on peut avoir en plus des histoires karmiques, des nœuds karmiques qui sont encore plus, enfin, potentiellement, voilà, vous pouvez, et là on reviendra sur cette question de savoir qu'est-ce qui est évalué quand on fait partie de quelque chose de mauvais. Eh bien, parfois, enfin, notre intention est connue. C'est ça qui est très important de comprendre. On en reverra des cas. C'est avant tout notre intention qui est connue, même quand on a été pris dans une machination. Et ça, c'est très important parce que vous avez beaucoup de dramaturgie qui est liée justement à ces histoires d'engrenages incontrôlables par lesquels on est embarqué dans une aventure alors qu'on n'en avait pas l'intention, ou bien quand on veut faire le bien, que finalement on fait le mal, mais sans en avoir l'intention. On reverra vraiment sur cette question importante. Le karma juge l'intention et pas forcément le résultat. Même, mais par contre, si c'est par bêtise, on le payera d'une autre façon. Si on avait une bonne intention, mais qu'on a fait une grossière bêtise qui a mis des gens en danger, ça reste de la bêtise. Et là, pour de l'éducation en tant qu'âme, on échappera tôt ou tard à une façon de devoir payer même notre bêtise, même quand on n'avait pas de mauvaises intentions. J'ai vu passer une question, est-ce que les maladies dermatologiques peuvent-elles avoir une origine karmique? La réponse est oui, je dirais comme toutes les maladies, ça ne veut pas dire que ça soit tout le temps le cas. Mais ça peut être le cas. On en reverra des cas, notamment certains. C'est marrant, j'ai de la cornemuse dans ma rue, je me demande. Notamment quand on a. Je ne sais pas si vous l'entendez. Quand on a. On verra ça parfois, il y a des bizarres marques de naissance qui peuvent avoir été le moment où on a été. La cornemuse à côté, je trouve ça drôle. La façon dont on a, par exemple, été tué peut se manifester par des troubles de la peau, des grains de beauté spéciaux ou des taches de naissance notamment. On en verra des exemples. Mi fa sol fa mi ré mi fa sol fa mi ré mi si ré mi. Je sais pas si vous entendez là. Ça c'est l'oreille absolument direct. Et donc ça c'était pour la première peur de cette femme-là des instruments tranchants. Non pas dans le cas dont je vous parle. Le cas dont je vous parle c'était l'explication que je vous ai donnée juste avant. Et pour la suite de notre cas là, diagnostiqué par Edgar Cayce, la peur d'un côté des outils tranchants et de l'autre l'aversion pour les animaux. Donc sa famille avait plus ou moins il y avait des animaux favoris dans la famille, notamment son frère qui avait une passion pour les animaux, et pourtant cette femme-là, la simple vue d'un chien ou d'un chat l'arrêtait, mais vraiment comme dans le cas qu'on a vu précédemment, comme un serpent aurait pu terroriser la précédente en fait. J'avais parlé d'une femme qui avait eu justement une phobie des serpents, vraiment que j'avais connue pour le coup,
Et là, vraiment, elle voyait un chien, un chat, ça y est, elle était terrorisée, quoi. Et de l'autre côté, elle ne pouvait pas non plus porter des fourrures, alors qu'à l'époque, c'était quand même plus à la mode. Et aussi, ça dépend des zones géographiques, hein. Dans les zones vraiment froides, on met plus spontanément des fourrures parce que bon, c'est quand même ce qui tient chaud, plus que de la fourrure synthétique qui, voilà. Ni même un manteau avec un col de fourrure. Et là, c'est là où c'est intéressant, mais des psychiatres ou des psychologues à la mort moelle tute auraient pu trouver, et ça serait quand même l'explication la plus logique et la plus rationnelle dans l'ordre, hein, on va d'abord vers les explications rationnelles avant d'aller chercher les trucs les plus compliqués qui soient, eh bien, on aurait pu aller chercher, par exemple, l'origine de ces phobies dans, soi-disant, des conflits familiaux. Par exemple, jalousie possible vis-à-vis de son frère et qui avait la passion des animaux. Ou bien même une hostilité latente, ou vous savez, des bisbilles, comme il y a souvent entre les frères et sœurs, un peu un manque d'amour, on se fait, ou alors on se rend, quelque part, on développe quelque chose qui va recentrer l'attention des parents sur soi par opposition au détriment d'un frère ou sœur ou d'une sœur qui bénéficient de davantage d'attention des parents. Mille et une explications seraient possibles, mais en tout cas, avant d'aller chercher la plus complexe, notamment une explication vie antérieure, ce genre de choses, c'est vrai que logiquement, on irait quand même chercher ces choses-là. C'est quand même rationnel d'aller chercher des explications psychologiques ou je dirais psychologisantes avant d'aller chercher les trucs les plus complexes dans une vie antérieure, etc. Or là, justement, il fallait vraiment aller la chercher loin, d'où l'intérêt quelque part de ces cas d'école, mais aussi de l'idée que ça puisse remonter à très loin. Eh bien, les lectures de Case attribuaient donc cette curieuse aversion pour les animaux à fourrure à une incarnation en Atlantide, donc il y a quand même quelques temps, au-delà de 10 000 ans donc, au cours de laquelle elle avait eu une expérience ayant trait à des créatures répugnantes. Et c'est là que, pour le coup, il fallait aller la chercher. Donc, ce qu'on appelle la ratiocination logique. La ratiocination logique, d'un côté, et la tentative de psychologisation ou les interprétations psychologisantes pourraient être justifiées, mais que en aucun cas elle n'aurait eu une chance, sans avoir recours, par exemple, à des médiums ou à des gens extérieurs, à ce genre d'explications qui semblent, pour le coup, tellement loin de ce que les gens sont au quotidien que voilà, il faut aller chercher, il faut vraiment aller chercher loin. Voilà, donc des explications là qui peuvent aller vraiment très loin et on verra, bon, sans aller chercher jusqu'à l'Atlantide, nous avons déjà vu quelques explications qui peuvent être hyper intéressantes. Autres phobies, beaucoup d'autres phobies, en fait, peuvent être expliquées ou ont été expliquées avec les lectures d'Edgar Cayce. Les vies antérieures qui peuvent donner lieu à des... Tiens, d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit dans la première, première tentative d'enregistrement, il m'avait parlé de l'île du docteur Moreau. Intéressant parce que l'île du docteur Moreau est un roman de H.G. Wells, on va partager en direct ça. L'île du docteur Moreau, livre de H.G. Wells publié en 1896. À travers une histoire racontée par un narrateur dépassé par les événements, le roman engage une réflexion sur des sujets comme la relation entre l'être animal et l'humain, l'être humain et l'animal, ou l'être animal dans les deux sens, et la question de l'identité. C'est intéressant parce qu'on a un unique survivant d'un naufrage, secouru par un chercheur, Montgomery et son équipe, qui sont passagers d'un navire faisant route vers une île tropicale avec une cargaison d'animaux. Sauf que Montgomery est l'assistant du docteur Moreau, un scientifique qui est obsédé par la vivisection et la transfusion sanguine. Le voyageur initial va découvrir que depuis plus de 10 ans, les deux hommes se livrent à des expériences sur les animaux, notamment en greffant par intervention chirurgicale des morceaux d'un sur des morceaux d'autres, avec l'idée d'en faire des hommes capables ou des animaux doués d'une sorte d'intelligence humaine, des sortes d'hommes bêtes qui vivent dans un village et obéissent à la loi, avec une loi avec un majuscule, un ensemble de règles qui leur interdit les comportements d'animaux, en fait. Outre qu'ils les obligent à vénérer le docteur Moreau, qu'ils appellent maître, et notamment, ils doivent pas marcher à quatre pattes, ils doivent pas laper pour boire, c'est la loi, parce que justement, la question c'est, les phrases, on dirait, dans les truismes hypnopédiques du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, il y a des truismes hypnopédiques, c'est-à-dire des choses qui sont illogiques, mais que les gens se forcent à répéter jusqu'à ce qu'ils l'acceptent comme une vérité. Et là, en l'occurrence, des animaux ou des hommes bêtes qui doivent dire ne pas marcher à quatre pattes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Ne pas laper pour boire, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Ne pas manger de chair ni de poisson, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Ça veut dire qu'ils veulent en fait faire des végétariens, ça se complique. Ne pas griffer l'écorce des arbres, c'est la loi, etc. Ne pas chasser les autres hommes, etc. Il y a un côté Isaac Asimov qui est assez drôle sur les règles imposées à l'IA.
Là, pour le coup, c'est drôlement intéressant quand on réfléchit à la fois à d'où ça a pu venir cette idée-là, surtout si on la connecte là aux idées de l'Atlantide, parce que à plus d'une occasion, on s'aperçoit que les Atlantes, dans leur décadence sans doute, avaient créé notamment des chimères, c'est-à-dire des expériences combinant des morceaux d'animaux pour en faire des animaux spéciaux ou quoi. Ça serait intéressant de parler également du dernier livre d'Anna Parks sur les Black Programs, qui parle justement de choses extrêmement sensibles. Si vous combinez ça avec quelque part le transhumanisme ou pas mal de bizarreries, par exemple, on a déjà retrouvé aux États-Unis des histoires de créatures qui semblaient certainement être des chimères, c'est-à-dire que on voit périodiquement comme des créatures échappées de laboratoire, ou bien décédées dans des décharges ou on ne sait pas trop quoi, comme des résidus d'expériences scientifiques bizarroïdes. On voit parfois des rumeurs, justement, ou alors même des images de chimères, comme ça, des chimères, des créatures, une chimère aperçue, je ne sais pas où, voilà. Est-ce qu'on pourrait trouver ça en direct? Une chimère filmée pour la première fois dans les abysses, une chimère troll filmée pour la première fois. Mais là, ça semble être davantage des bestioles des profondeurs qui, pour le coup, ne sont pas forcément modifiées par l'humain, par exemple. On a un drôle d'animal qui ressemble à une sorte de poisson blindé préhistorique. Et on a, voilà, c'est la même bestiole bizarroïde. Mais là, pour le coup, on peut clairement comprendre que c'est un poisson bizarroïde des abysses. Mais là, j'avais déjà vu, moi, des images qui étaient des sortes de bestioles à quatre pattes dont on voyait très clairement que ce n'était pas une espèce connue. Eh bien, dans les bizarreries de Black Programs et compagnie, on a des rumeurs d'expérience sur ces choses-là et on a ça depuis l'histoire des armes biologiques, l'histoire secrète des armes biologiques avec l'unité 731 ou 732, j'ai un doute. Voilà, des expériences bizarroïdes qui sont sans cesse reprises par les uns, par les autres. Voilà. On a finalement donc dans cette affaire l'histoire du docteur, l'île du docteur Moreau. C'est intéressant parce que pour avoir l'idée d'un tel roman, ou bien il faut avoir en fait anticipé les potentialités que des chercheurs fassent toutes sortes de recherches. En effet, par la vivisection, on peut voir comme on greffe en matière agricole des greffons on peut faire des hybrides de fruits par la culture, par les greffes. Eh bien, l'idée est quelque part logique, par curiosité, de se demander si on ne peut pas, à un moment, greffer autre chose ou faire autre chose, envisager d'autres possibilités. L'idée, c'est toujours que quand on a quelque part de la créativité, quand on joue en plusieurs sciences, quand on tripatouille dans la science, parfois on a ces curiosités et quelque part énormément d'inventions sont nées également de ce type de créativité. La créativité, là, est duale, puisqu'il s'agit bien souvent, là, pour le coup, de faire du mal à des animaux. Après, la question est de savoir ce sur quoi ça va arriver après, bien évidemment. On avait donc dans les autres phobies une peur morbide de l'obscurité qui fut attribuée au fait que l'entité avait été enfermée dans un donjon en France comme prisonnier politique au temps de Louis XVI. C'est intéressant parce que autant la Bastille était vraiment une prison vraiment de luxe, autant il a pu tout à fait exister à l'époque de Louis XVI encore des prisons qui étaient moyennement agréables. N'empêche que c'est intéressant de voir là à l'occasion d'une lecture de vie antérieure qu'il n'y avait pas que le cas de la Bastille, qui était vraiment une prison pour riches à l'époque, mais qu'il y a pu avoir clairement des histoires de prisonniers politiques, évidemment, même à l'époque de Louis XVI. Autre chose, donc la peur des couteaux aiguisés, on a déjà vu ça. On a une autre, là pour le coup, elle est attribuée à une expérience dans une chambre de torture en France également, certainement à une époque plus antérieure, où donc l'entité réincarnée avait souffert à l'époque, dans sa vie antérieure, sous toute sorte d'instruments, et y compris le rouet. Le rouet, alors le rouet, est-ce qu'on était le voir dans cette vidéo? Le rouet, c'était le supplice où on se faisait attacher sur une roue et bah, ça se passait assez mal après. Donc voilà, ça c'est pour la curiosité. Voyons Wikipédia, c'est quand les suspects, les vilains étaient attachés, enfin les punis étaient attachés à leur roue. C'est vraiment un très ancien châtiment, ça pour le coup. On avait ça dès l'Antiquité. Et donc voilà, on est sur une roue, on nous fait rouler d'une façon ou d'une autre. Il y a des variantes, il y a des variantes. Allez voir l'article Wikipédia. Je signale également un musée dont je ne parie qu'il n'a pas fait faillite à Carcassonne, le musée de la torture. Voilà, si vous voulez, c'est des musées, comment dire, assez, c'est un peu comme des films d'horreur en fait. C'est à voir pour le frisson, mais on est bien content de ne pas forcément y être.
Ceci dit, quand on voit certains OQTF ou certaines affaires, lorsque des gens se comportent comme des animaux, il y aurait bien des sanctions tout à fait animales qui pourraient leur être imposées, et ce n'est pas forcément moi qui protesterai contre cette affaire. En fait, quand on fait une mauvaise utilisation de ces, notamment appétits, typiquement, les Nord-Africains avaient une fâcheuse tendance à castrer les esclaves d'Afrique subsaharienne. La question, c'est pourquoi? Parce que peut-être un problème avec les appétits. D'ailleurs, Edgar Cayce parlait du fait que chaque race avait des plus et des moins. Et notamment, il parlait de ce genre de potentialité, justement, que les uns et les autres avaient du plus et du moins, et notamment chez nos amis de cette race, c'était les appétits. La réponse de Cayce, c'était les appétits. C'est-à-dire vraiment quelque part, un peu trop un déséquilibre en faveur d'un peu trop d'appétit, et qui fait notamment des civilisations assez inertielles en termes de démographie et en termes de difficulté à gérer justement des appétits un peu envahissants. Voilà. La peur d'écoute, on a vu. Donc la peur également d'une destruction totale. Alors là, c'est intéressant. La peur d'une destruction totale menaçante fut expliquée par le fait que l'entité avait eu une expérience péruvienne au temps de l'une des submersions de l'Atlantide. Oui, parce que ce qui est dit, notamment en croisant les sources, notamment les lectures d'Edgar Cayce, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes de la submersion de l'Atlantide. La dernière ayant eu vers à peu près moins 10 000, mais il y en a eu il y a eu deux autres étapes avant. De mémoire, je vous dirai une bêtise concernant les dates. Je dirais moins 50 000 et moins 25 000 dans ces eaux-là. Mais sous réserve. En tout cas, plusieurs étapes de submersion. Et donc là, une personne qui était au Pérou, donc l'actuel Pérou, donc certainement qui avait survécu, mais qui avait vu vraiment des zones entières s'enfoncer dans l'océan. Ça peut être un peu traumatisant quand même. Donc la peur d'une destruction totale menaçante, et la personne était demeurée isolée sur une élévation, donc rocheuse, une montagne, quoi, où elle s'était retirée alors pour étudier et avait vu l'eau monter partout autour d'elle. Imaginez l'angoisse quand même. Là, on est vraiment, voyez les films 2012. Dites-vous bien que certaines personnes ont pu voir ces choses-là. Les films, vous savez, les films catastrophes, genre Deep Impact ou 2012 ou quoi, c'est une vraie question en fait. Et moi d'ailleurs, en termes pour le coup, de bizarrerie personnelle, j'ai déjà eu ce genre d'impression, notamment des impressions, enfin, c'est ce qu'on voit aussi, c'était pour moi une grande leçon d'un livre assez génial qui s'appelle Notre Histoire de August von Kageneck et Élie de Saint-Marc. Notre Histoire Kageneck de Saint-Marc, c'est un très beau livre. Regardez ici, nous avons donc Notre Histoire 1922-1945. C'est une conversation croisée extraordinaire entre Élie de Saint-Marc, Élie de Noix de Saint-Marc et August von Kageneck. Donc deux jeunes hommes à l'époque qui sont retrouvés entrechoqués à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vraiment des deux côtés un destin incroyable et des livres qui montrent vraiment ce qu'il s'est passé durant cette époque. Et à un moment, Élie de Saint-Marc raconte que lui, il avait vu la défaite de 1940, je crois qu'il avait 15-16 ans à l'époque, et il avait gardé de ce qu'il avait vécu à l'époque une crainte, en quelque part d'adolescent à l'époque, mais une crainte de disant que à peu près tout ce que l'on avait là au quotidien pouvait s'arrêter en 24 heures. Les gens qui ont connu un effondrement de l'État ou un effondrement, mettons, une guerre, etc., gardent cette mémoire-là du fait que les choses sont fragiles en fait. Les choses sont fragiles et de fait, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ça veut dire à la fois apprécier le présent, mais aussi rester conscient du fait que tout ceci peut cesser du jour au lendemain. C'est aussi une logique assez... Machiavel disait, on en a déjà parlé d'une façon ou d'une autre, la difficulté de l'humain, c'est d'imaginer la pluie par beau temps. Et c'est vrai que la majorité des gens, tout le monde n'est pas câblé pour voir les grains de sable qui se mettent dans le mécanisme. Et quelque part, c'est pareil que tous les mécanos ou on va dire les gens à peu près sérieux savent qu'il vaut mieux entretenir un mécanisme plutôt que d'avoir à le réparer. Quand vous entretenez correctement, vous nettoyez quelque part ce qui va être une cause de panne et de devoir réparer après d'une chose qui aurait pu, si elle avait été entretenue, ne pas tomber en panne. Et bien au niveau humain, pareil, enfin c'est pareil, et nous avons, c'est une question par exemple, mais c'est aussi en lisant ce genre de littérature par exemple, mais ça peut être aussi là pour le coup, ça peut m'être personnel, ai-je vécu la fin d'un monde? Et moi je sais que dans mes vies antérieures, c'est le cas, et pas qu'une fois. Mais vous voyez que on peut en avoir gardé certains tropismes et certaines vigilances spéciales concernant les mêmes causes qui peuvent produire les mêmes effets. Si par exemple on a connu l'effondrement d'un État ou quoi au caisse, on peut être après, dans une vie antérieure, plus vigilant si on voit par analogie des choses que l'on a pu vivre avant. Donc
Ça, c'était pour ce que disait, Élie de Saint-Mars, qui était donc là, pour le coup, très intéressant. On avait, une peur des animaux sauvages, un autre cas de phobie des animaux sauvages qui fut attribué à une expérience vécue à Rome, chez une entité, où le mari de l'entité avait été contraint de lutter dans l'arène contre les fauves, certainement en termes de punition. Autre chose, la peur morbide de l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà vécu parce que j'ai été sauveteur, nautique, mais enfin, j'ai pas moi vécu vraiment des j'ai vu des mères qui transmettaient leur peur de l'eau à leurs enfants et qui étaient vraiment statiques, mais c'était pas vraiment une énorme phobie, mais c'était quand même une prostration. C'est-à-dire que j'ai vu la femme avec de l'eau jusqu'aux cuisses pendant 1 heure, avec son enfant dans les bras, faire des petits pas et en fait elle faisait pas plus que des petits pas et son fils geignait et geignait et geignait sans fin, mais elle ne faisait rien pour l'habituer à l'eau, pour le faire arrêter de geindre et elle-même, on sentait qu'elle n'était pas vraiment en paix avec la flotte. Mais d'autres, pour le coup, maîtres nageurs m'ont raconté des histoires vraiment très extrêmes de, de personnes qui avaient vraiment une énorme crainte, enfin vraiment jusqu'à la terreur, mais là pour le coup on parle des noyés et ça peut être très traumatisant pour des personnes qui connaissent une autre personne, qui vont à l'eau avec, et cette personne va changer d'attitude soudainement, mais vraiment, et dans un accès de terreur, va vouloir utiliser la première personne comme une bouée. Je m'explique. C'était le cas qu'on m'avait raconté. Un père qui allait avec sa fille dans l'eau, la fille, genre, avait 17 ans, et dans l'eau, le père, à un moment, avait été pris d'une terreur dans l'eau et avait utilisé sa fille littéralement comme une bouée. Et mon ami maître nageur était allé sauver les deux d'un coup, mais vraiment avait dû prendre les deux de façon assez virile, parce que quand on est face à ce genre de terreur, il ne s'agit pas d'y aller, voilà, il faut vraiment attraper quelqu'un, parce que vous pouvez être pris vraiment comme une bouée, et de façon très agressive, il y a ce qu'on appelle des prises de dégagement, des techniques spéciales pour sauver les gens dans l'eau, mais on peut en effet vivre vraiment des moments de grande surprise quand quelqu'un de proche de nous devient finalement hyper hostile, quitte à être capable de nous noyer parce qu'il est dans un état de terreur anormal. Eh bien ça, jusqu'à ce point, ça peut être vraiment la peur animale, mais ça peut être même une phobie de vie antérieure parce que la personne s'est déjà noyée et vient de se souvenir d'une expérience où elle est morte noyée. Du coup, l'extrême terreur va la rendre extrêmement agressive ou capable de noyer n'importe qui juste dans la perspective de ne pas mourir, de survivre. Et là, tout le monde devient une bouée, même ses proches. Ça peut être, imaginez le traumatisme, ça peut être vraiment traumatisant, quoi. Autre cas, voilà, donc des noyés dans une vie antérieure. Une autre, une peur de l'eau un peu différente, c'était une personne qui avait été naufragée au cours d'une tempête, à l'époque, pour le coup, de l'Empire romain. Et donc voilà, on peut imaginer des mille et une hypothèses qui, dans des vies antérieures, voilà. Et c'est quand vous avez ce genre de compréhension-là, la prochaine fois, par exemple, que vous regarderez un film avec tel ou tel, ou alors des faits historiques, quand on étudie par exemple les biographies des personnes, il y a toujours des bizarreries comme ça. Sur les personnes ou des personnes qui racontent des bizarreries concernant d'autres personnes, mais ces choses-là sont bien plus fréquentes qu'on ne le croit. Donc encore une fois, la leçon derrière, c'est il ne faut jamais se moquer des phobies des uns et des autres. En examinant donc tous ces cas du point de vue de la psychologie ordinaire, clairement, on aurait logiquement été chercher une situation en lien avec la vie actuelle, bien sûr. Mais donc la logique, c'est, enfin l'enseignement derrière tous ces cas dont je vous parle, c'est que pour expliquer certains cas extrêmes de façon satisfaisante, eh bien la vie présente ne suffit pas. Et aller chercher donc un trouble émotionnel refoulé dans l'enfance, ça peut exister. Ça peut exister, ou même les mémoires sur plusieurs générations, ça peut aussi être. Mais pourtant, on n'aurait pas forcément un souvenir à ce point ouvragé d'une vie antérieure, c'est surtout quand certains ont vraiment des déjà-vus ou des rêves spéciaux avec vraiment des scènes, notamment quand elles sont répétitives. Ça m'est arrivé à moi aussi, même si ça n'allait quand même pas très loin dans la scène. C'était plus quasiment une photographie que j'avais vue. Mais donc vous pouvez avoir vraiment tout un niveau de gradation entre le simple traumatisme de l'enfance, ou un souvenir, à un moment, elle a été mordue par un chien ou que sais-je, et du souvenir hyper profond d'une époque, on ne sait, antédiluvienne, où il s'est passé quelque chose avec tel ou tel, voilà. Donc encore une fois, richesse de la psychologie si on inclut ce facteur réincarnationniste, en fait. Vraiment, on ne peut absolument pas c'est très peu, enfin, on peut vraiment, l'idée à retenir, c'est qu'il peut y avoir une profondeur vraiment insoupçonnée de toutes ces affaires. Et donc voilà, être très humble, également très indulgent, surtout très compréhensif, et être vraiment capable, lorsque vous voyez une personne qui fait ça, vous devez vraiment être dans la capacité à, ça serait mon conseil,
commencer par leur faire prendre conscience du fait qu'ils ont désynchronisé. La première chose la plus logique, c'est la respiration. Recommence à bien respirer déjà. Calme-toi, ressens de nouveau ton corps, focus-toi sur l'instant présent et raconte-moi ton truc, pourquoi tu es dans cet état-là, etc. Machin. Verbaliser, respirer correctement, verbaliser, énoncer les choses, identifier. Et surtout après, c'est là où je dis on peut être les accoucheurs de la souffrance des uns et des autres. Si on était davantage des anges les uns pour les autres plutôt que de se moquer les uns des autres, bah, de fait, il n'y aurait pas de psy en fait. J'exagère à peine en disant ça, mais c'est vraiment le sujet. Donc voilà, respiration, faire parler et après explorer ensemble et surtout conscientiser, quitte à justement bah, envoyez-leur typiquement cette vidéo-là par exemple, parce que voilà, des réactions irrationnelles ne sont que des humains qui attendent de se faire soigner l'âme quelque part. Et bien des psychologues pourraient partir sur des fausses pistes ou des vraies pistes, on ne sait pas, mais en tout cas, accepter l'idée qu'il puisse y avoir des potentialités très profondes, justement, voilà, des profondeurs bien très insoupçonnées par rapport à ce qu'on aurait pu croire de prime abord. Quelle est la finalité de tout ça, demande Jade? Apprendre et apaiser son âme quand on a vécu des traumatismes et mieux se connaître soi-même, comprendre également, notamment quand parfois on a vécu certaines mauvaises choses, c'est peut-être parfois que, ou bien on en a commises d'autres par certains égards, on a déjà vu des cas en ce sens, ou bien on a pu aussi servir à d'autres pour leur propre évolution. Et ces autres-là auront eux-mêmes un karma. Mais bon, voilà. En fait, l'idée, c'est que cette planète est un banc d'essai sur laquelle les âmes expérimentent. Et au fur et à mesure, on apprend, parfois on fait des dégâts. Mais plus on a de bons enseignements spirituels à notre portée, et plus on a les moyens de ne pas trop faire de dégâts. Voilà, je dirais l'idée. Concernant les explications psychologiques qui peuvent parfois être tout à fait légitimes. La femme, par exemple, qui avait des grandes phobies, aurait pu tout à fait être punie étant enfant, et avoir oublié l'incident et que ça revienne dans une régression sous hypnose, par exemple, ou que ça revienne à l'occasion de je ne sais quoi. Oh, j'ai trouvé d'ailleurs, et ça serait intéressant que j'en parle, j'ai trouvé une, concernant la naissance des dons d'Edgar Cayce. On avait vu dans une des premières vidéos qu'Edgar Cayce avait connu le déploiement de ses dons à l'occasion d'une expérience très pénible, quasiment une expérience un peu christique il avait été laissé pour mort sur un champ de bataille dans une vie antérieure et c'est quelque part comme si son âme ou son corps avait été tellement mis sous un stress monstrueux de proximité de la mort que ça avait développé des capacités suprasensorielles au-delà des 5 sens. Je pense que cette hypothèse-là est juste, je l'ai trouvée incidemment dans l'ouvrage d'Anton Parks dont je vous parlais sur les Black Programs. À un moment, c'est la lecture incidente que j'en ai fait, mais pour le coup, ça vaudra le coup d'en reparler, mais je pense qu'il existe une possibilité pour que les dons d'Edgar Cayce développés dans une vie antérieure aient eu pour base, pour commencement pour point de départ, une expérience de ce type-là qui, par ailleurs, serait hyper intéressante. Pour le coup, ce serait une thèse hyper intéressante expliquant justement le fait que parfois vous pouvez avoir des expériences extrêmes qui donnent lieu à la découverte soudaine de dons spéciaux qui n'auraient pas été développés sans ces expériences extrêmes. Là, c'est une piste de travail que je laisse à la postérité, mais qui m'a semblé assez extraordinaire. Donc, tout ça pour dire que la psychologie du quotidien peut déterrer ces faits-là dans l'enfance ou éventuellement des liens transgénérationnels. On en parle pas mal du transgénérationnel en ce moment, mais difficile quand même d'aller chercher des hypothèses dans les vies antérieures aussi loin, évidemment, ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Pour comprendre donc des problèmes émotionnels, nous avons donc plusieurs mémoires superposées, c'est-à-dire vraiment, nous avons vraiment plusieurs psychologies superposées en fait. La lecture psychologique de la psychologie dite classique, on va dire actuelle, et potentiellement plusieurs autres types de psychologie qui peuvent aller chercher là pour le coup, mais avec pour le coup l'aide comment dire de médiums ou autres capables d'explorer les vies antérieures. En tout cas, voilà, là pour le coup, il faut être aidé par des personnes qui ont ce type de dons. Ou alors, on entre en collision avec ces types de dons, comme je le disais juste avant, à l'occasion d'expériences extrêmes ou de rêves ou de tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment avoir pas mal d'hypothèses de travail. Derrière justement cette question de la séparation entre psychologie et, on va dire, psychologie karmique, où va-t-on situer le curseur? C'est ça vraiment la question fondamentale qui est assez mal énoncée dans le livre dont je vous fais l'exégèse, souvenez-vous,
mais justement, je vous en fais une exégèse et on va dire des synthèses améliorées. Nous avons la question, enfin l'idée, c'est que toutes les personnes peuvent vivre la même expérience et que seulement certaines vont être plus susceptibles à un certain type d'expérience que d'autres. Pourquoi certaines personnes vont avoir une susceptibilité particulière, par exemple, dans les cas qu'on a vus, à la claustrophobie ou à voir un serpent ou un chat ou que sais-je? Hem, Si vraiment tous ceux qui avaient des troubles émotifs d'une façon ou d'une autre avaient tous, hem, enfin tous les mêmes châtiments, par exemple dans l'enfance, ne vont pas attirer les mêmes conséquences de claustrophobie. Vous pouvez en avoir par contre. Moi, on m'a déjà raconté des choses comme ça où moi-même j'ai eu une peur de l'eau, longtemps parce que mon père m'avait vraiment, appris maladroitement, à nager vraiment de la façon dont il faut pas faire. De l'exacte façon dont on ne donne pas confiance aux enfants, par exemple. Donc vous pouvez garder une peur de l'eau ou en tout cas une légère aversion, surtout pour l'eau froide, et cetera, pendant un temps. Bon voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à la peur, terreur, panique, comme le cas dont je vous parlais tout à l'heure. Si tous ceux qui se sont trouvés quelque part en proie au genre de troubles d'ordre émotionnel, auquel on attribue par exemple la claustrophobie, si tout le monde devenait claustrophobe, on aurait un énorme nombre de claustrophobes et la conséquence, c'est que tout ce qui était avant, on avait des cabines téléphoniques, mais tout ce qui était, on va dire, lieu clos, deviendrait impossible. C'est-à-dire que si tout le monde était aussi susceptible que la vraie claustrophobie excessive, il y a énormément, ne serait-ce que les ascenseurs, il y a plein de choses qui devraient être pensées différemment ou qui seraient juste pas praticables. Imaginez le truc. On doit accepter l'idée que chez les personnes qui ont vraiment une susceptibilité spéciale ou on pourrait dire une impressibilité peut-être, des personnes spécifiquement impressionnables par telle ou telle situation et pas par d'autres, eh bien, passer un certain stade de terreur, c'est ce que tout à l'heure, en fait, on peut envisager qu'il y ait autre chose. C'est vraiment, à mon avis, c'est quelque part l'association avec la perspective d'une mort prochaine et potentiellement mort prochaine, mort brutale, et cetera, et qui va fonder quelque part cette propension à surexagérer quelque chose qui était d'apparence anodin. Je pense que l'exemple, enfin le curseur, c'est celui-là. Je vous avais déjà dit notamment que les signatures de vie antérieure, pour moi, d'expérience, j'ai vu que quand vous avez par exemple un conflit karmique avec une personne, vous allez être confronté à de l'irrationnel humain, très irrationnel, également répétitif, à la fois très irrationnel et quelque part répétitif, mais sans aucune logique, ou en tout cas quelque chose de très disproportionné, et associé, je dirais, troisième point, à des moments de malchance vraiment incroyables, ou bien comme des enchaînements de circonstances qui vont, à la fin, vous arriver à vous dire: «Mais je suis maudit ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce problème? C'est quoi le problème là? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?» Eh bien, si vous avez ces 3 facteurs-là, vous pouvez avoir un conflit d'âme. Et je vous dirais que par analogie, concernant ces histoires de phobie excessive, si vous avez de l'irrationnel, répétitif, on pourrait dire aussi reproduisible, quelque part dans la même, que l'on peut reproduire, même facteur créant le même problème. Typiquement, je vous avais parlé de la femme qui avait une peur bleue des milieux clos souterrains passés, quand il faisait sombre le soir, mettons passé 19 heures, en fonction de voilà. Et ou alors quand elle voyait un serpent ou autre, c'était reproduisible. Donc là, ça peut être l'indice, clairement, d'une vie antérieure, de quelque chose vraiment de très, de potentiellement à explorer dans une vie antérieure. Commentaire intéressant, idem pour un coma de 3 jours au moins, on peut en ressortir avec plusieurs dons qu'il faudra trouver. Ouais, très intéressant, très intéressant. Vous avez des vies antérieures comme ça, je crois que c'est une que je trouvais géniale qui s'appelle «Voir Paris et mourir». Je crois que c'est celle-là. Où, en tout cas, les gens en gardent une plus grande sensibilité, mais limite, jusqu'au délire mystique, en fait, à voir les anges, à voir les défunts, voilà. Donc c'est possible, en effet. Donc voilà pour cette question de où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on met le curseur? Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet d'hygiène mentale, de santé mentale. Vous savez, aujourd'hui, on parle de santé mentale, mais on en parle un peu dans tous les sens. Vous pouvez avoir un vrai sujet de santé mentale derrière tout ça, et vous pouvez aussi avoir l'idée que, la santé mentale telle qu'on la conçoit est très limitée, alors que vous avez aujourd'hui de plus en plus une mise en culture. Regardez sur Threads, T-H-E-R-A-D-S, c'est la version X de Instagram où vous voyez à peu près toutes les pleureuses idéologisées de Français de Navarre ou du monde entier qui se plaignent, qui racontent leurs déboires, etc. Et souvent, ce sont des gens qui se noient dans des verres d'eau, quoi. Par contre, parfois, vous avez des peurs irrationnelles qui sont manifestées. Et de cela, il faut être beaucoup plus
indulgents, parce que parfois vous avez des gens, notamment des femmes, les femmes sont davantage dans l'intuition, donc dans le fait de garder quelque part les peurs ou les mauvais vécus, c'est ça, il faut en être conscient. Eh bien, vous pouvez avoir des phénomènes de, de sous-estimation qui, enfin, dans le contexte de psychologie actuelle, on va vous payer des psys, mais des psys qui ne sont pas du tout formés pour envisager ce genre d'hypothèses-là. Et donc, vous avez des gens qui vont cultiver leur peur pendant des années, ou bien qui ne vont pas évoluer parce que leurs psys ne sont pas capables de les faire évoluer. Donc voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de santé mentale et pourtant, on déspiritualise beaucoup la santé mentale. C'est un vrai problème du fait que les psys de notre époque éludent les sujets spirituels ou les sujets non conventionnels au-delà de la psychologie, on va dire, académique. Et ça donne des gens qui peuvent être clairement dans un schéma de psy et de psy et de psy, de payer toujours des séances de psy, mais sans aller plus loin. D'où l'importance de ce que je fais là, c'est-à-dire mettre à disposition d'autres hypothèses de travail, en croisant pour le coup, parce que les cas d'Edgar Cayce étaient vraiment tellement, tellement intéressants, et surtout en les actualisant et voilà, en les reliant à d'autres cas. Donc la conclusion, elle était déjà donc donnée par Cayce, c'est quelque part que la réponse à la question de savoir où vous mettez le curseur entre un cas qui est juste un petit cas basique de cette vie et un cas très lourd sur plusieurs vies qui est vraiment très irrationnel dans la vraie terreur phobique et vraiment des trucs. Tant que vous n'avez pas vu des gens frapper de vraies terreurs phobiques, vous pouvez un peu rire en coin ou sourire de ces choses-là, mais quand vous les voyez, surtout quand ce sont vos proches, il est quelque part extrêmement anti-empathique de leur dire arrête tes conneries, etc. Et pourtant, c'est un réflexe, notamment un réflexe masculin, de minimiser ça, ou notamment un réflexe paternel plutôt que maternel et féminin, de censurer ou d'être vraiment méchant, limite agressif, parce qu'on ne comprend pas cet irrationnel-là. Quelque part, la peur est l'inverse de la connaissance, mais c'est aussi la paresse, en fait. Le manque de patience, c'est aussi de la paresse, et que quand on fait le cheminement de patience avec une personne pour l'aider à liquider des phobies, eh bien, cette personne nous est après grandement... C'est un lien de confiance que vous façonnez. Il y a une grande reconnaissance pour les personnes que l'on aide à sortir de certaines phobies excessives, par exemple. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont je voulais parler qui était pour le coup important. C'est vraiment quelque part, l'une des plus grandes leçons du karma. Il faut vraiment être indulgent avec les gens qui manifestent, encore une fois, j'insiste là-dessus, des phobies. La sensibilité donc excessive, on parlait de cette propension, c'est donc l'explication qui est donnée dans les lectures d'Edgar Cayce, c'est vraiment que une potentielle vie passée qui peut être l'explication de fond quand ça dépasse vraiment une impulsion, une intensité dans la terreur. Donc une impression tragique enfouie et quelque part inscrite dans la mémoire de l'âme, qui la retrouve à l'occasion ou bien d'une régression hypnotique, ou bien du fait d'avoir quasiment vécu comme un déjà-vu, on vit plus ou moins la même situation et on se met tout d'un coup à avoir une réaction qui est très, très anormale, très excessive. Et donc, selon la thèse réincarnationniste, nous voyons donc que l'inconscient est comme en fait une boîte à double fond. C'est bien plus profond que ce que ne le juge d'ordinaire la psychologie dite, on va dire, moderne. Et certains analystes, certains psychologues, notamment Jung, Carl Jung, avaient déjà envisagé cette profondeur, en avaient l'intuition, l'existence de niveau plus profond, comme une explication nécessaire pour aller justement expliquer des troubles de la vie mentale, des troubles mentaux qui ne pouvaient pas s'expliquer de façon complètement rationnelle. On peut balancer toutes les théories qu'on veut, si on n'a pas quelque part un médium pour nous dire, ou quelqu'un de sérieux pour aller chercher ça, on sera réduit à la spéculation. Donc vous voyez aussi le problème, et de fait, on peut comprendre que quelque part, les médiums devraient être recensés et travaillés par un mélange de réputation ou comment dire, de bouche à oreille, mais devrait travailler quelque part main dans la main avec les psys, et les psys surtout devraient accepter de bénéficier des gens qui ont réellement des dons, et surtout d'être un peu plus humble, parce que les théories, par exemple freudiennes, ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'explication des tréfonds de l'âme humaine, surtout quand elle est feuilletée sur plusieurs vies. Vous voyez donc un peu la profondeur que ça laisse envisager. On en avait déjà parlé de plusieurs façons, mais c'est vraiment là pour le coup, c'est un énorme sujet. Freud et d'autres ont parlé d'inconscient collectif, bien sûr. On parlait également d'inconscient de la race, on pourrait dire de mémoire raciale, on pourrait même dire de mémoire de l'espèce, car race et espèce sont deux choses différentes. On va superposer donc plusieurs mémoires, c'est-à-dire une mémoire individuelle, qui sera à la fois notre mémoire dans cette vie-là, la mémoire de notre lignée familiale,
par extension de notre lignée génétique, mais donc sans aller chercher les vies antérieures, mais on porte des traumatismes sur plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est prouvé. Vous avez ça, par exemple, pour les... On sait aujourd'hui que les traumatismes s'inscrivent dans l'ADN. Quid après des traumatismes entretenus, auto-entretenus, qui vont modifier l'état d'esprit des peuples, par exemple. On avait vu ça concernant les victimes de la Shoah. Je pense qu'on peut trouver cet article-là. On va voir si on le trouve en direct. Le traumatisme de l'Holocauste se transmet aux descendants et pas seulement à travers des récits des parents. Non, ce traumatisme laisse une empreinte biologique, une marque sur l'ADN de la génération suivante. C'était un article il y avait Le Monde et le HuffPost qui en parlaient. Mais le traumatisme se transmet génétiquement selon une étude scientifique. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que voilà, on a des mémoires superposées. Non, je ne regarderai pas de publicité du HuffPost, n'est-ce pas? Et la Shoah, pareil, un traumatisme héréditaire, ça laisse une marque dans l'ADN de leurs descendants. Là, nous ne parlons que d'un seul événement. On peut comprendre que par extension, imaginez un peu, la Shoah est une chose. Vous pouvez, quand vous lisez par exemple des récits de guerre ou des récits de tout ce que vous voulez, voilà, vous pouvez comprendre que des personnes qui à des époques ont pu vivre de mauvais quarts d'heure, voire même bien pire, les ont transmis, ou s'ils ont eu des enfants, ils les ont transmis. Pour moi, c'est par exemple des choses auxquelles je pense quand par exemple je vois certaines particulières propensions à la soumission chez certaines femmes, et notamment chez certaines femmes de certains pays. Je pense par exemple aux Allemandes. Là pour le coup c'est dual, mais on peut envisager que dans plein d'hypothèses, dans plein de contextes d'époque ou jusqu'à aujourd'hui, on superpose. Donc là, on est en train de parler des mémoires héréditaires, donc des mémoires sur notre lignée. Mais en plus de ça, on aura un inconscient collectif, l'inconscient de notre nation, quelque part, de notre race, de notre espèce, et on voit ça dans d'autres domaines. Par exemple, la peur des phénomènes atmosphériques. Parce que, très profondément, disait Immanuel Velikovsky, le génial, dans Mondes en collision, il disait que, en substance, le feu dans le ciel, les phénomènes atmosphériques anormaux ont été associés, par exemple, quand on se prend un météore sur la gueule, ou les perturbations atmosphériques qui peuvent être générateurs de déluges ou de ce genre de choses. Eh bien, dans l'histoire de l'humanité, Immanuel Velikovsky disait, en substance, que, donc dans Mondes en collision, que, eh bien, il y avait cette potentialité-là, en fait. Donc voilà, des peurs superposées. Et là, la prise de conscience du fait qu'on puisse, chacun de nous, être l'héritage, en fait, du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que par définition, dans nos générations, après, suivant les endroits, c'est pire, pire ou moins pire, mais que nous ayons nécessairement les mémoires traumatiques, à la fois donc de notre lignée, des époques de guerre, de tout ce que vous voulez, et également d'autres vies antérieures. Donc c'est feuilleté. Imaginez en plus le grand problème dans l'immigration, le fait d'importer des gens qui n'ont pas du tout le même arrière-plan, non pas uniquement culturel, mais des atavismes qui viennent du fond des âges, des lignées génétiques, mais également des vies antérieures, ou également plein de choses. Nous importons des problèmes bien plus feuilletés que ce que nous pensons, plutôt que de les résoudre sur place. Une personne qui a vécu, qui vit, qui est née à un endroit, c'est pas forcément son destin le plus logique que d'être prise dans des trafics d'humains pour aller faire la gloire de Soros et compagnie, pour aller créer des troubles ailleurs, tout simplement parce que parfois, vous pouvez avoir bien plus de chances quand vous vous réincarnez dans une famille d'âmes, vous aurez peut-être bien plus de choses à gérer, à régler là où vous vous êtes incarné, que là où on va vous transporter. Ça veut dire que peut-être que tout ça est en train, en plus, de créer bien des complications qui vont finalement retarder l'évolution des âmes, et surtout quand vous mettez les pires au contact des meilleurs, ou vice-versa. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, vous créez des entrechoquements et du karma négatif en pagaille avec ces affaires-là. Dans le fait de mettre en contact les moins avancés avec les plus avancés, dès lors qu'il y a incohérence, vous aurez du différentiel, donc vous aurez des dégâts. Et ça, c'est ce que l'on voit tous les jours au quotidien. Cette solution des petits désordres locaux pour assurer le grand désordre global, on sous-estime en matière spirituelle de quoi c'est générateur, en fait. Jusqu'à quel point ça va poser problème à plein de personnes en même temps. L'entrechoquement des karmas et la génération sans cesse de mauvais karmas, notamment aussi parce que l'État est désarmé et qu'on laisse, par exemple, des OQTF violer et revioler. Ok, il n'y a pas de problème, vas-y, viole encore, c'est gratos, c'est open bar. Qui veut ça, en fait? Mais vous créez des schémas de souffrance et de karma qui vont durer sur des vies et des vies. D'où l'importance, quelque part, que l'État ne puisse pas se désintéresser des questions spirituelles. Mais là, pour le coup, on digresse un peu, mais c'est un vrai, pour le coup, vrai sujet. Vous voyez la profondeur des potentiels sujets que ça suscite, en fait. Donc,
l'idée c'est que nous avons, et c'est en croisant les enseignements ésotériques, c'est une vérité, nous avons plusieurs mémoires superposées. Et en ce sens, nous avons beaucoup, et c'est le sens de la vie, nous avons beaucoup potentiellement à liquider de toutes les façons possibles. Et c'est certes plus difficile à admettre pour des gens qui sont très matérialistes dans la psychologie basique, mais n'empêche que vous ne soignerez jamais des gens. Au bout de 15 ans de psy, ça ne bougera pas si les troubles sont autres que ce que vous ont dit vos merveilleuses théories apprises en fac de psycho. Donc bien plus, voilà, que la mémoire individuelle puisse s'étendre et que l'inconscient puisse aller même donc jusqu'aux vies antérieures et des choses que, vu qu'en plus on a une vision de l'histoire qui va être limitée au grand max, ça va remonter à Sumer. S'il s'est passé des choses avant, on aura des surprises, et c'était tout l'objet des lectures d'Edgar Cayce. Ça veut dire que vraiment, quelque part, c'est urgent, mais on ne le fait pas forcément plus aujourd'hui, mais c'est urgent d'apprendre une histoire de l'humanité qui est bien plus profonde et bien plus intéressante que ce que l'on ne pourrait nous en croire. Nous n'étions pas que des chasseurs-cueilleurs, etc., etc. Surtout quand on examine notamment les documents Edgar Cayce qui parlaient des anciennes civilisations, etc., etc. À tout le moins, en tout cas, la théorie de la mémoire individuelle, on peut la considérer comme moins plausible. Il y avait une image qui était utilisée que celle qui voit les souvenirs entassés comme du blé dans un grenier et utilisés par la communauté qui vient s'y servir. Si un tel phénomène d'expérience mise en commun se produit, il semble qu'il ne s'agisse plus de souvenirs au strict sens du mot, mais plus de cognition ou de procédé de connaissance. Ça, c'est la question de savoir si la connaissance complète s'inscrit dans les champs morphogénétiques, et il y a plein d'expériences bizarres comme ça, des animaux qui, lorsqu'un animal d'une certaine espèce d'animal apprend à faire quelque chose, curieusement, à l'autre, à X kilomètres, sans forcément qu'elles aient eu communication, d'autres animaux vont aussi apprendre à le faire alors qu'ils n'ont pas été en lien avec le premier animal. Il y a de grandes chances que ça en soit pareil pour les humains. Il y a de grandes chances aussi que ce soit des expériences, des influences extérieures et même des influences même supérieures qui communiquent les mêmes idées aux humains, que ce soit même des défunts ou autres. Il y a mille et une explications possibles. En tout cas, il est possible que les souvenirs puissent être communs par certains égards à toute une espèce, avec donc une sorte de phénomène de mémoire combinée et de choses qu'on a oubliées aujourd'hui, mais qui permettent aux humains de s'enrichir les uns les autres par leur expérience combinée. C'est assez fascinant, mais c'est une hypothèse de travail pour le coup sérieuse, quoi. Alors donc, ce que les lectures d'Edgar Cayce tranchaient, c'était que non pas, c'était pas forcément, en tout cas la majorité des souvenirs dont on parlait n'étaient pas forcément un réservoir collectif de souvenirs, c'est-à-dire un inconscient collectif, mais que c'était bien vraiment spécifiquement des réminiscences, des souvenirs inconscients qui surgissaient d'un passé ancien, mais d'une vie antérieure ancienne. Et non pas de cet hypothétique inconscient collectif ou coquesse, ou bien d'un ancêtre disparu depuis longtemps. Par contre, là, moi je vous dis que ça, c'est deux choses différentes. Nous pouvons avoir un inconscient collectif, peut-être, la sagesse, on va dire, on va dire des anciens ou autres, mais nous pouvons avoir concrètement des défunts sur notre lignée génétique qui sont revenus pour aider en tant qu'ange gardien ou en tant que soutien à sa famille. Souvent, quand les gens ont bien vécu, vous pouvez revenir, après avoir fait le bilan de votre vie, vous pouvez revenir en tant qu'ange gardien de votre propre famille. D'où l'importance de ces anciennes traditions païennes. Les Romains appelaient ça les lares, L-A-R-E-S, c'est-à-dire les esprits protecteurs de la famille, qui bien souvent sont des anciens. Mais il y avait ce culte des anciens. Vous avez ça aujourd'hui chez les Chinois, chez les Asiatiques. Mais c'est eux qui ont raison, en fait. C'est juste que nous avons oublié ces choses-là. N'empêche que là, pour le coup, le livre dont je vous parle ne séparait pas assez bien ces histoires d'une part, de vie antérieure, premièrement, deuxièmement, d'inconscient collectif hypothétique, et troisièmement, d'éventuels ancêtres défunts qui pouvaient, pour le coup, donner des souvenirs, ou alors nourrir des présciences ou des intuitions, par exemple. Mais là, donc, c'était plutôt l'explication d'Edgar Cayce, c'était donc plutôt, on parlait plutôt de son expérience passée, et toutes ces peurs, toutes ces émotions, en fait, toutes ces impulsions inconscientes dans cette vie-là, constituaient quelque part son propre héritage, et sans vraiment aller chercher des histoires d'inconscient collectif, mais étaient léguées à lui-même par lui-même. Et de la même façon dont un homme lègue son propre aujourd'hui à son propre demain, cette idée est assez fascinante, c'est-à-dire que vous êtes vous-même la somme de vos efforts. Et c'est quelque part la fascinante question de savoir qu'est-ce que vous devez liquider dans cette vie-là. Par exemple, si vous avez été un sauvage pendant 5 vies, bah dans cette vie-là, peut-être que vous allez devoir aller vers quelque chose d'un peu moins sauvage.
Par contre, si on importe des sauvages auprès de moins sauvages, c'est pour les détruire. Ça, c'est un autre problème. Qui veut ça? Surtout en trafiquant sur de mauvais enseignements spirituels ou en éludant tout ça. N'empêche que globalement, nous sommes la somme de ce que nous avons été avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, toute victimisation karmique, ça peut gratouiller de le penser comme ça, mais toute victimisation karmique serait en ce sens nulle et non avenue. Que nous soyons d'accord ou non, nous sommes la somme de ce que nous avons été et nous devons continuer le chemin là où nous l'avons repris. L'autre problème, par contre, c'est que bien souvent, on en a déjà parlé, c'est que quand vous n'avez pas été informé de ce que vous avez été, de ce que vous auriez pu mieux faire, eh bien, c'était pas forcément de votre faute, en fait. D'où l'importance de l'intention, premièrement, mais également des enseignements spirituels corrects. Et ça, pour le coup, c'est un sujet dérangeant parce que j'en parlais pas plus tard qu'aujourd'hui avec mon père. C'est que si vous êtes devenu délinquant parce que personne ne vous a suffisamment aimé en tant qu'enfant, et personne ne vous a fait comprendre que le succès allait vous renforcer, que vous n'avez pas besoin de devenir délinquant, mais qu'au contraire, vous avez besoin de vous déployer, je veux bien, mais si vous n'avez pas été dans un cadre qui vous a permis ça, vous deviendrez délinquant par accident, ça ne sera pas vraiment de votre faute. Ça sera un autre sujet dont je vais parler dans un sujet spécifique, on va dire séparé, le Devachan, c'est-à-dire la période de l'après-vie dans laquelle on va vous expliquer que, ok, t'as merdé là-dessus, mais c'était pas forcément de ta faute parce que t'en as aussi pris plein la gueule étant enfant. Donc maintenant, on va te prendre là où t'es et on va voir ce vers quoi tu vas évoluer ensuite. Mais en tout cas, le bilan qui est fait après notre vie n'est pas uniquement punitif, il est aussi indulgent sous cet angle-là, bien plus que ce qu'on ne pourrait penser. Et donc là, dans l'exemple qui était donné, c'est que quelque part, si quelqu'un avait été donc sauvage dans des vies antérieures, il avait encore des impulsions de sauvage, ou si quelqu'un avait été menacé ou avait été jusque tué dans telle ou telle situation au fin fond de la jungle ou sous les mille et une abominations de la cruauté humaine à certaines époques ou que sais-je, eh bien, il était naturel quelque part que la personne en ressente encore des frayeurs irraisonnées ou des appréhensions qui peuvent être sans fondement en apparence du point de vue des gens du quotidien, alors qu'en fait, il y a des vrais fondements, mais simplement, ils ne sont pas visibles au quotidien. C'est un peu comme l'art de la stratégie militaire, c'est de savoir ce qu'il y a derrière la colline. Et bien là, pareil, la vraie psychologie profonde, des profondeurs, dirait Jung, c'est d'aller envisager que derrière une peur irrationnelle, ça ne soit pas uniquement jusqu'à la petite enfance, mais qu'il puisse aussi y avoir d'autres causes derrière. Et d'expérience, je vous dis que quand on aide au moins la personne à s'apaiser, à bien respirer, à mettre des mots sur ce qu'elle ressent et avec là c'est un mélange de verbalisation, de respiration, de toucher magnétique et d'apaisement de la personne, eh bien, je peux vous dire d'expérience que cette personne, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, obtiendra les informations et vous peut-être avec elle, parce que peut-être qu'il y aura même un lien avec vous, mais en tout cas, vous pouvez aider une personne sans même être médium, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, à recollecter des éléments qui peuvent l'aider à s'apaiser, surtout s'il y a de la souffrance provenant d'une vie antérieure. C'est vraiment quelque chose de très spécifique qui doit nous permettre également de rappeler ce que je vous dis à répétition. Si nous étions plus souvent des anges les uns pour les autres, il n'y aurait tout simplement pas de psy. Ah, j'ai eu pas plus tard hier une expérience, peut-être que la personne se reconnaîtra justement avec une personne qui, pareil, le genre de personne qu'on envoie à répétition chez le psy alors que jeune et alors qu'il suffirait juste qu'elle ait à sa disposition de meilleurs enseignements spirituels, que peut-être qu'elle éviterait des années de psy et des séances de psy coûteuses qui ne vont faire que nourrir un système qui n'est pas plus que ça, câblé pour résoudre son problème en fait. Par contre, moi, je viens de vous donner la solution. Vous écoutez, vous recevez, vous resynchronisez, vous conduisez la personne à reprendre conscience de sa respiration et d'avoir une bonne respiration, vous la faites verbaliser les choses et vous participez vraiment comme une discussion comme ça où vous l'aidez à accoucher de sa souffrance. N'avez-vous pas déjà vécu, c'est fréquent, des conversations à deux qui font que la personne, c'est comme une réflexion de solo, une réflexion en solo, mais avec l'autre comme support, qui va faire que vous allez pousser davantage des pensées que si vous étiez seul. C'est vraiment surtout par les êtres que notre vie est changée, c'est ce que disent également les lectures de Case, on reviendra là-dessus. N'empêche que, ce faisant, vous pouvez aider quelqu'un à accoucher sa souffrance, et si la piste est bonne ou pas, je peux vous dire que vous serez récompensé, que ce soit par des rêves, par des bizarreries, par des déjà-vus, par tout ce que vous voulez, par des indices qui permettront à cette personne, si ce n'est d'avoir une vision précise de son problème, mais en tout cas, de s'apaiser tôt ou tard. C'est très important. Donc et quand on parlait des émotions à l'instant, toutes les émotions extrêmes dans un sens comme dans l'autre, vous en êtes responsable, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Ça veut dire que c'est vous-même qui avez eu autrefois de bonnes raisons d'aimer ou de haïr de votre point de vue des personnes avec lesquelles vous vous trouvez de nouveau en contact. Et de fait, il est naturel
que ce puisse être vous-même qui éprouvez quelque part envers les mêmes personnes, que ça soit de l'amour, que ça soit de la haine, que ça soit irrationnel en apparence ou autre, il y a une suite. Tout ce qui n'a pas été réglé doit être réglé, tôt ou tard. Cette idée est fascinante en fait. Mais de fait, c'est une leçon de souveraineté. Rien n'arrive par hasard, vous devez vous tirer le fil d'Ariane et aller voir justement ce que vous avez à comprendre à travers votre éventuel contact, pour le meilleur ou pour le pire, avec une personne. C'est tant valable du bon côté que du mauvais côté, que ce soit l'amour, des, de l'instinct, de l'attirance absolument magnétique envers une personne d'un côté, ou de la haine ou quelque chose vraiment, une aversion. Il peut y avoir mille et une causes, mais là, nous ne parlons que des causes, on va dire, liées à des vies antérieures, en tout cas à une profondeur de l'inconscient. C'est donc très, très significatif de voir que parmi les explications, vous pouvez avoir ce genre de choses. Enfin, ce sont les explications de ce qui est le plus intense et, rappelez-vous, irrationnel, répétitif et associé à de bizarres connexions, de chance, de malchance ou de bizarreries, comme si le destin vous mettait face à face, comme si vous étiez contraint de régler des choses. Je suis intimement convaincu que parfois nos anges gardiens, ou quelles que soient les forces autour de nous, conspirent plus ou moins pour créer ce que nous allons devoir vivre avec une personne, pour le meilleur ou pour le pire. Je vous souhaite vraiment de connaître et surtout de résoudre ces cas-là, parce que je peux vous dire que ça vous donne un apaisement et une profondeur de la vue, profondeur de vue de ce qu'est la profondeur des relations humaines, qui est absolument fascinante et ça vous rend différemment. C'est comme quand on fait un voyage, on pense faire un voyage, c'est le voyage qui nous fait. Là, c'est le même principe. On commence une relation avec une personne et je vous dis que plus on l'approfondit, c'est ce que je dis sur les coups d'une nuit. Les coups d'une nuit, vous n'apprenez rien, ça ne sert à rien. Éventuellement, une satisfaction de petit orgueil de mal à poil de rue, mais vous passez à côté sans doute d'autres choses. Par définition, plus vous approfondissez, plus vous apprenez à la fois vous-même, et plus vous apprenez à la personne, et plus vous apprenez ensemble, et plus vous vous rendez beaucoup plus riche des expériences positives que vous avez vécues. C'est tout un parcours. Je vous invite vraiment à le penser comme ça. Je vais refaire plein de contenu sur ces questions-là, mais là, je fais des incises sur d'autres sujets.